Le Comité du droit de l'environnement de l'UQAM vous présente son balado. Cette semaine, au premier épisode, les animatrices sont Éléonore Brieux et Danoé Tanguay. Donc, comme première invitée à notre podcast, on accueille Madame Catherine Gauthier. Elle est la directrice générale d'Environnement Jeunesse et elle est très impliquée dans la lutte contre les changements climatiques et ça depuis plusieurs années. Donc, bonjour Catherine. Bonjour Danoé, et ça me fait plaisir d'inaugurer le premier balado avec Éléonore et toi. Yes! Yeah! Donc, Catherine, tu as commencé à t'impliquer très tôt dans la lutte au changement climatique dès l'âge de 16 ans. Donc, tu as pris la parole à la Convention cadre des Nations Unies contre les changements climatiques. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es impliquée aussitôt? Oui, ben, je dirais que j'ai pas commencé à faire un discours à 16 ans devant 10 000 délégués. Ça a commencé 1 ou 2 ans plus tôt. Donc, j'ai mené toutes sortes de projets à mon école secondaire, qui est l'école secondaire Osias-le-Duc à Mont-Saint-Hilaire. Puis ça pouvait ressembler là, concrètement à animer des kiosques, à faire un projet de compostage avec la cafétéria, à faire de la plantation de plantes dans le jardin intérieur. Donc, toutes sortes d'initiatives comme ça qui m'ont mené ensuite à découvrir des organismes comme Environnement Jeunesse, où j'ai commencé à m'impliquer à 15-16 ans. Parce qu'à l'époque, Environnement Jeunesse, c'était pas mal le seul organisme qui répondait aux questions des jeunes sur, par exemple, comment faire du compostage. Puis j'avais découvert leur guide sur l'implantation du compostage en milieu scolaire. Je me suis dit, wow, c'est tout à fait ce que je veux faire. Donc, j'ai suivi les étapes, puis ça m'a aussi permis de découvrir l'organisme, l'équipe et de m'impliquer. Puis quand j'ai vu un appel de candidature pour prendre part à une délégation jeunesse à la conférence, qui est un sommet international sur les changements climatiques à Montréal, je me suis dit, ah, ben, pourquoi pas m'essayer? Puis étant donné que j'étais leur plus jeune candidate, il y a une personne de l'équipe dans le comité de sélection qui s'est dit, wow, il faut vraiment qu'on ait une relève jeune. Puis j'ai vraiment eu la chance, en fait, d'être coachée, d'être accompagnée par l'équipe pour prendre part à cette conférence-là. Puis ça m'a vraiment ouvert beaucoup de portes là, par la suite. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de l'expérience du discours en tant que tel? Est-ce que tu as l'impression que ton message a été bien reçu devant cette tribune? Puis comme les effets ensuite que ça a pu avoir euh, dans, dans l'organisme et dans le monde même, je dirais. Mm-hmm. Oui, ben c'est une bonne question. Je pense qu'il faut se reporter. À 16 ans, j'étais plutôt jeune, j'étais sans doute un peu naïve aussi. Tout ça était très impressionnant, en fait, de rencontrer jour après jour des ministres, même des premiers ministres. C'était vraiment, pour moi, toute une expérience inédite qui en fait, m'impressionnait beaucoup. Puis les choses se sont quand même déroulées assez rapidement. On était une toute petite gang de jeunes, en fait, à l'intérieur du centre de conférence. On a organisé des sit-ins à la John Lennon. On a fait des activités pour exiger de la part des négociateurs qui sauvent le hockey parce que, bon, avec les changements climatiques, nos hivers, comme on les connaît, sont vraiment menacés. Donc, c'était un monde un peu spécial. Puis à 16 ans, bon, j'étais à la fin de mon secondaire 5, donc j'avais 2 semaines où je n'avais pas d'école. Mes profs avaient été suffisamment compréhensifs, disponibles avec moi pour me faire reprendre les cours par la suite. Donc, c'est un moment un peu surréel pour moi. Puis bon, d'écrire ce discours-là, on a été plusieurs. On a été 5 jeunes à prendre la parole devant les 10 000 délégués. Pour la petite histoire, je rejoignais à peine le micro étant donné que je ne suis pas très grande. Donc, à 16 ans, j'étais encore moins grande. Puis, je ne voyais pas les délégués, en fait, parce que le lutrin me cachait en partie. Donc, ça a pu me permettre de gérer un peu mon tract parce que franchement, c'est très stressant comme expérience. Puis bon, d'être sur un grand écran comme ça. Donc, l'expérience humaine derrière tout ça a été un peu spéciale quand même pour moi. Puis quand j'y repense, ça me fait un peu rire quand même. Puis j'espérais vraiment que le message de la jeunesse allait être entendu. Puis comme c'était la première fois que je participais à un tel forum, j'étais là, wow, tu sais, les jeunes peuvent prendre la parole. On avait 5 minutes pour s'adresser aux délégués. Ça me paraissait énorme. Alors que dans les faits, une quinzaine d'années plus tard, ben, on est toujours là à porter le même message sur l'urgence climatique, l'importance bon, de préserver l'environnement, puis d'avoir des actions à très court terme et non pas des objectifs de décarbonisation pour 2050 ou 2100 parce que c'est beaucoup trop loin alors qu'on ressent déjà les impacts de la crise climatique. Fait que je pense qu'à l'époque, oui, ça m'a
donné l'impression que les jeunes avaient un pouvoir, qu'on pouvait être entendus et tout ça. Beaucoup de félicitations. Mais j'avais encore une compréhension très, très, très limitée des relations internationales. J'avais à peine fait un cours d'histoire de secondaire 5, donc on s'entend que toute ma compréhension des jeux de pouvoir et tout ça était assez limitée. Puis en contrepartie, en 2005, on était au niveau international, on était dans un beat un peu différent. Le protocole de Kyoto venait d'entrer en vigueur, la communauté internationale était optimiste en disant « Wow, on vient de l'avoir, un premier grand pas ». Donc, ça allait quand même bien pour les négociations. On n'était pas dans ce qu'on a connu par la suite avec l'échec de Copenhague ou même aujourd'hui, les négociations qui sont de plus en plus difficiles, de plus en plus tendues. Puis, on est dans un monde qui est plutôt incertain avec la double crise climatique, sanitaire, les inégalités sociales. Oh mon Dieu, ça m'amènerait à une question un peu improvisée. Euh, Ton parcours a commencé justement dans une époque où il y avait beaucoup plus d'optimisme par rapport aux luttes climatiques. Là, on se retrouve 15 ans plus tard et peut-être que cet optimisme est disparu. Est-ce qu'il y a une déception de ta part et comment gérer ta déception dans ce que tu fais, ton travail tous les jours? Je pense qu'il y a certainement une grande déception de voir qu'on avait autant d'opportunités d'agir puis qu'on a raté plus d'une décennie à repousser à plus tard les engagements qu'on aurait pu prendre pratiquement sur le champ. Mais si j'y vais avec un pas de recul, ben, des militants, des militantes écologistes dans les années 60, 70, 80 doivent se dire la même chose. Donc, c'est sûr que moi, ma perspective, ma vision, ma réflexion a beaucoup évolué, comme celle de d'autres écologistes qui se battent depuis bien plus longtemps puis qui se disent, ben ça fait aussi depuis toute ma vie que je m'implique pour la cause environnementale, pour plus de justice. Donc, je pense que faut vraiment le remettre dans ce contexte-là. Puis l'espoir, c'est sûr, ça me nuise de pouvoir limiter les pires impacts des changements climatiques. Puis même si on mettait tout en œuvre aujourd'hui, on sait que plus rien sera comme avant. Puis toutes les personnes, sans doute même qui nous écoutent, ben, vont aussi connaître un monde qui va être totalement différent, totalement bouleversé. Puis on s'en va vers des scénarios de pire en pire. Donc, ce qu'on pose comme question à notre génération, puis aux personnes sur la planète aujourd'hui, c'est à quel point on va accepter la catastrophe climatique. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus par des petites actions à petite échelle au niveau communautaire que la solution se trouve? Bien, les solutions sont à différents niveaux. Je pense que les actions concrètes, se mettre en action, voir que ça bouge dans sa communauté, c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas militer toute sa vie puis voir aucun changement concret. On va se démoraliser, on va passer à autre chose, on n'aura pas un engagement qui va être durable dans le temps, puis on va s'épuiser. Puis on le voit de plus en plus chez les militants aussi. En contrepartie, on ne peut pas juste faire des actions à petite échelle parce que les actions qu'on va mener ne pourront jamais être d'une ampleur aussi importante que ce qu'exige la crise climatique, qui demande des changements collectifs, qui requiert une forme d'engagement dans la sphère politique. Donc, que ce soit en interpellant les décideurs, en prenant part à l'élaboration de politiques publiques, en faisant des pressions, en allant voter aussi, parce que, bon, bien que le système est imparfait, ça reste un outil qui peut quand même donner un signal important. On l'a vu dans d'autres pays, même en Nouvelle-Zélande, où quand on a un leadership fort à la tête d'un gouvernement, bien, ça change tout. Même chose aux États-Unis. Si on a un leader aux États-Unis ou même au Canada qui est dans le déni par rapport au changement climatique, ou au Canada qui achète un pipeline avec des fonds publics, bien, c'est sûr que ça envoie un très mauvais signal par la suite. Effectivement. Puis, comment est-ce que vous essayez d'incarner ces deux nécessité-là à Environnement Jeunesse? D'une part, la nécessité de faire des actions concrètes à petite échelle et d'autre part, des actions à grande échelle. Comment est-ce que vous incarnez ça à l'organisme? On essaie d'y aller avec différents modes d'action, puis souvent on nous dit « qu'est-ce que je dois faire? » Bien, il n'y a pas un mode d'action, puis si on avait trouvé la solution qui fonctionne pour tout le monde, bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, on a des projets, des programmes pour accompagner les institutions, donc les CPE, les garderies, les écoles primaires, secondaires, les cégeps, mais aussi les jeunes leaders en environnement pour les aider à développer leurs compétences.
qui puissent aussi apprendre à travers un système de mentorat, réaliser des projets collectifs. Donc, on y va à différentes échelles. Puis le 26 novembre 2018, on a aussi lancé la toute première action collective, donc la première poursuite climatique contre le gouvernement canadien. D'une part, parce que la cible que s'est donnée le gouvernement est nettement insuffisante pour protéger nos droits fondamentaux, c'est-à-dire le droit à la vie, à l'équité, ou même le droit de vivre dans un environnement sain. Puis en plus, tous les plans qui sont proposés en matière de lutte contre les changements climatiques ne permettent même pas d'atteindre cette cible qui est nettement insuffisante. Donc, il y a là une forme de négligence ou d'irresponsabilité vraiment grossière de la part de notre gouvernement. Donc, c'est ce qui nous a amené aussi à porter notre action peut-être à un niveau qui paraît plus audacieux, plus grand, qui nous dépasse aussi en quelque sorte. C'est plutôt rare qu'on va saisir les tribunaux pour une question environnementale, mais je pense qu'on est rendu là aujourd'hui. Puis cette action-là repose sur des droits fondamentaux. Donc, cette idée-là aussi que la question climatique est une affaire justiciable, on y contribue aussi en venant le démontrer à travers notre argumentaire, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez du refus du juge Morrison de vous accorder la demande? Oui, c'est ça. Donc, en juin 2019, on a eu notre première audience devant la Cour supérieure du Québec. Et un mois plus tard, le juge Morrison a malheureusement refusé d'autoriser notre action collective. Donc, il faut comprendre, dans une action collective, ça se passe en 2 phases. Donc, la première phase, c'est d'obtenir une autorisation pour exercer notre action collective. Donc, c'est très procédural. On ne parle pas de la question des changements climatiques, dans le fond, pas du tout. Puis la deuxième phase, bien là, c'est sur le fond. Donc, dans cette première phase où on est très procéduraux, on a malheureusement eu un refus de la Cour supérieure du Québec, principalement parce que le juge a trouvé que la manière dont on définissait le groupe qui fait partie de l'action collective, c'est-à-dire les jeunes du Québec âgés de 35 ans et moins, était trop arbitraire. Donc, il se posait la question pourquoi avoir choisi, par exemple, l'âge de 35 ans comme âge maximal des membres. Pourquoi choisir 35 ans? Pourquoi pas 20, 30, 40 ans ou même 60 ans? Donc, ça, c'est ce qui est précisément écrit dans la décision du juge. Puis pour nous, bien, c'est même pas une question tellement à se poser parce que les jeunes, on le sait, si on regarde Statistique Canada, les politiques jeunesse, on parle de personnes âgées de 30-35 ans au moins. Donc, pour nous, ce n'est pas nécessairement une question très difficile à venir démontrer en droit. Puis on va être de retour devant les tribunaux le 23 février 2021, cette fois devant la Cour d'appel, pour venir rappeler que oui, notre groupe, la jeunesse, peut bel et bien être des personnes entre 0 et 35 ans. Donc, on est assez confiant que ça va bien se passer pour la suite des choses. Puis, si jamais on avait un nouveau refus, bien, on est prêt aussi à aller en Cour suprême du Canada. On a la chance d'avoir le cabinet Trudel-Johnston L'Espérance qui est spécialisé en action collective, qui a gagné toutes ces batailles jusqu'à présent. Donc, on ne veut pas leur faire perdre leur note parfaite. Puis agissent également de manière pro bono, c'est-à-dire gratuitement là, pour nous. Donc, c'est un soutien extrêmement précieux. Puis pour la suite, dans le fond, nous, ce qu'on souhaite avec cette action-là, c'est vraiment de s'assurer que le Canada cesse de violer nos droits les plus fondamentaux. Donc, concrètement, ce qu'on espère voir, c'est que la Cour, par exemple, ordonne au Canada de se doter d'une cible qui est à la hauteur de la science, donc avec la meilleure science disponible, celle du GIEC, en plus de payer des dommages punitifs, en quelque sorte symboliques, pour venir investir ces sommes-là dans l'action de lutte contre les changements climatiques. On a mis de côté l'idée de faire une liste d'épiceries d'actions qu'on aurait aimé voir dans un plan d'action, par exemple, du gouvernement canadien, parce que ce n'est pas le rôle des tribunaux de venir s'immiscer un peu dans les politiques. Donc, les engagements généraux, les obligations, les responsabilités d'un gouvernement, oui, la Cour peut trancher, mais ensuite, comment un gouvernement doit mettre en œuvre ou s'acquitter de ses obligations, c'est vraiment le gouvernement, donc la branche un peu plus politique qui joue là-dessus. Donc, on s'est bien gardé de faire des propositions qui ensuite auraient pu être débattues ou faire l'objet d'expertise, de contre-expertise en cours, alors que ce n'est pas vraiment l'objet de notre demande. Puis évidemment, on a plein d'idées de choses qu'on peut faire concrètement ou qu'on peut demander.
Puis je pense que le gouvernement ne manque pas non plus de pistes d'action. Il y a beaucoup de consultations publiques. Environnement Jeunesse participe aussi régulièrement, que ce soit au niveau québécois ou même canadien. Donc, il y a là plein d'actions qui auraient pu être posées. OK. Fait que même au moment où vous auriez déposé la première demande au tribunal, vous aviez déjà une grosse réflexion sur les répercussions autant pratiques que politiques. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez planifié ou réfléchi dès le début? Oui, bien, c'est sûr que ça fait partie de la stratégie juridique, à savoir qu'est-ce qu'on demande, combien on demande, qu'est-ce qui a le plus de chances aussi d'être accepté. Puis au final, nous, notre objectif, ben, c'est qu'on n'empire pas la crise climatique par notre inaction. Ensuite, comment on va le faire, c'est un tout autre débat. Puis c'est pas justement à la Cour de le faire, ce débat-là, mais c'est à nous comme citoyens. Fait que ça, c'est vraiment l'esprit même qui a guidé la poursuite, en quelque sorte. Puis on a choisi aussi, on aurait pu le faire ou non d'un groupe de jeunes plus restreint. On l'a vu un peu ailleurs dans d'autres cas dans le monde. Mais nous, le fait de choisir le véhicule procédural de l'action collective, bien, ça fait en sorte qu'on définit une classe de personnes, donc les jeunes de 35 ans et moins du Québec, puis ça représente automatiquement 3,4 millions de personnes. Puis bon, évidemment, si parmi les jeunes, il y en a qui ne sont pas représentés, en temps et lieu, il y aura un processus pour se retirer. Mais ça en fait une action qui se veut vraiment très ambitieuse, qui est significative, puis qui est forte également, qui envoie un signal clair au gouvernement, qui ne peuvent pas, par exemple, juste signer, ratifier l'accord de Paris, lancer de belles paroles en l'air, se faire réélire, puis ensuite, ben, qu'il n'y a aucune impunité au niveau légal. Puis, est-ce que vous pensez que si vous obtenez un jugement favorable sur le fond, ça pourrait avoir des répercussions très concrètes, par exemple, dans l'autorisation de projets comme GNL, comme on voit en ce moment, ou c'est plus une portée symbolique que vous recherchez? On cherche vraiment des effets concrets. C'est sûr qu'avoir un plan d'action ambitieux à la hauteur de ce que demande le GIEC, c'est des changements énormes. Donc, non, ça veut dire pas de nouveaux projets pétroliers ou gaziers. C'est plutôt incompatible là, avec la lutte contre les changements climatiques. Donc, l'objectif, c'est d'agir aussi sur les structures à plus long terme, sur les objectifs à l'échelle globale. Surtout, bon, là, c'est dans un contexte très local ou québécois et non pas pan-canadien, mais des projets comme GNL Québec ou même Énergie Est, c'est un peu épuisant de se battre contre un projet à la pièce plutôt que de se doter d'un plan d'action global, ambitieux, avec quelque chose qui nous amène vers l'avenir, construire quelque chose au lieu de bloquer des projets. Notre énergie pourrait être mieux investie là si on avait réglé justement cette question-là dès le départ. Mm-hmm. Je suis tellement d'accord, wow! Ouais. Puis, puis est-ce que, dans le fond, vous avez pris votre inspiration pour faire cette action collective-là, des recours qui ont été intentés ailleurs dans le monde, ou ça vous est venu plus en voyant le véhicule procédural de l'action collective? Qu'est-ce que ça peut faire ici au Canada? Oui, bien, personnellement, j'ai été beaucoup inspirée de voir ce qui a été fait en Colombie, aux Pays-Bas ou même aux États-Unis, de voir des jeunes qui poursuivent leur gouvernement. Je trouve que c'est un mode d'action qui est extrêmement puissant, qui fait aussi beaucoup jaser, puis qui montre que, ben oui, on est dans la cour des grands. On ne fait pas juste des petits projets à l'école, des beaux dessins. On n'est pas juste là en toile de fond. On a des idées, on a des revendications. Puis, si on ne nous prend pas au sérieux pour faire respecter nos droits, ben oui, on va saisir les tribunaux. Donc oui, ça m'a beaucoup inspirée personnellement. Puis je ne connaissais pas auparavant le cabinet Trudel Johnston L'Espérance. Et quand j'ai eu l'occasion d'échanger avec leur équipe, ça a tout de suite été je dirais pas un coup de foudre, mais quasiment un match parfait parce que personnellement, j'ai étudié aussi en droit international. Puis mon souhait, c'était de conjuguer justement la question des droits humains puis des questions environnementales, mais on voit trop peu encore d'institutions ou même de structures qui permettent justement l'émergence d'un droit environnemental qui soit plus fort que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Puis de voir une équipe qui croit justement en cette construction-là du droit pour refléter où on en est rendu comme société, que de dire, ben oui, aujourd'hui, la détérioration de l'environnement est telle que ça porte atteinte à nos droits les plus fondamentaux. D'avoir des gens qui portent cette vision-là puis qui sont prêts à nous soutenir,
C'est extrêmement encourageant. Puis je pense qu'on a été extrêmement chanceux aussi d'avoir cette rencontre-là, puis pouvoir collaborer par la suite. Puis je pense d'ailleurs à quelques personnes qui ont travaillé sur le dossier, qui sont des femmes, des avocates exceptionnelles, généreuses, engagées, puis qui ont elles aussi moins de 35 ans. Donc je pense que ça vient les toucher aussi personnellement. Je pense que ça peut avoir un effet vraiment inspirant, surtout parmi la plus jeune génération qui peut être prise d'un sentiment juste de désespoir, d'impuissance et un peu amorphe aussi, quand ils ne sont pas conscients que ce genre de choses est possible. Poursuivre ton gouvernement, oui, tu peux demander à ce qu'ils prennent responsabilité. Puis, juste de savoir qu'il y a un organisme quelque part qui intente cette poursuite, ça peut donner à quelqu'un qui se sentait complètement morne de se relever et de faire comme OK, l'étendue des possibilités est plus grande que je pensais. Moi, je trouve qu'à un niveau social aussi, c'est très, très positif. C'est un peu ça que ça nous demande, la crise climatique, de penser à des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles, de penser autrement, d'innover. Puis je pense qu'il va falloir qu'on soit beaucoup plus créatif aussi pour la suite, tant pour créer des pistes de solutions concrètes que pour naviguer dans nos institutions, tant politiques que légales, pour faire progresser les choses, parce qu'on n'a vraiment plus le temps à perdre. Oui. Ce serait quoi la prochaine étape pour Enjeu après le recours collectif? Oui, bien, Environnement Jeunesse, c'est un organisme qui a la chance d'exister depuis 1979, donc plus de 40 ans. Donc, nos projets en matière d'éducation relative à l'environnement ont toujours été le cœur de notre mission. Puis, je pense que les prochaines années vont nous amener à être toujours plus exigeants. On a été beaucoup dans le discours des petites étapes. On n'est plus tellement là aujourd'hui. Donc, de voir comment est-ce qu'on peut contribuer à bâtir une société plus éco-citoyenne, plus engagée, mais aussi plus solidaire de différentes luttes. On s'en rend compte, les inégalités sociales sont certainement un frein majeur pour mettre en place des changements. Puis, la crise climatique vient causer puis amplifier ces inégalités sociales. Donc, je pense qu'il faut vraiment mieux comprendre les connexions entre ces différentes luttes. Puis pour nous, c'est sûr qu'on s'attend dans les prochaines années à continuer notre poursuite climatique parce que c'est certainement pas un dossier qui est facile. Puis qu'on va se dire, on devrait terminer ça dans 1 an ou 2. Malheureusement, ça risque de prendre quelques années encore. Donc, on va continuer à se mobiliser puis à continuer l'action à différents niveaux, là, justement. Est-ce que vous auriez des conseils ou des encouragements à faire à des étudiants en droit qui aimeraient s'impliquer dans la justice climatique et dans la justice sociale par le fait même? Je pense qu'on a un devoir de prendre le temps de s'informer, de ralentir, puis que ce soit de lire les synthèses du GIEC, de lire des ouvrages. J'ai eu la chance de travailler avec un collectif d'auteurs à rédiger puis à publier un ouvrage qui s'appelle « La crise climatique à l'aube d'un monde incertain ». Donc, ça vient vraiment dresser un tour d'horizon de l'état de la science, des politiques, où on en est, c'est quoi le lien avec le capitalisme. Donc, c'est un livre qui peut être vraiment intéressant pour les personnes qui veulent s'initier à mieux comprendre les enjeux de la crise climatique. Donc, la crise climatique à l'aube d'un monde incertain. Sinon, les autres pistes, ça peut être de devenir membre d'une organisation environnementale, d'offrir du temps bénévole. C'est sûr qu'en ce moment, c'est un peu plus difficile avec la crise sanitaire, mais de prendre le temps de regarder quelles sont les organisations, comment s'impliquer à l'échelle locale. Puis, souvent, les gens sont impressionnés par mon parcours, mais je n'ai pas commencé à participer à des conférences de l'ONU du jour au lendemain. Là. C'est sûr que mon parcours est un peu accéléré par la force des choses, mais ça a commencé avec des projets, avec un été à passer à... Bon, il faut se rappeler, il y a une quinzaine d'années, c'est un peu moins les réseaux sociaux qui nous occupaient, mais passer un été à lire des livres sur la crise climatique, aller à la grande bibliothèque. Pour moi qui venais de Mont-Saint-Hilaire, c'était assez impressionnant d'avoir une bibliothèque aussi fabuleuse. Peut-être d'écouter des balados, justement, pour prendre le temps de s'informer également, d'échanger avec ses amis.
Puis sinon, récemment, 2 livres qui m'ont beaucoup marqué. Il y a celui de Laure Varidel, qui est éco-sociologue, qui travaille aussi sur notre dossier avec le cabinet Trudel Johnson L'Espérance, qui est une membre de longue date d'Environnement Jeunesse. Donc, son livre « La transition, c'est maintenant » permet de voir qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà, mais qu'il faut certainement amplifier. Puis un livre qui m'a personnellement touchée aussi, c'est le livre de Sheila Watt-Cloutier, qui est une militante pour le droit au froid. C'est le titre d'ailleurs de son livre, Le droit au froid. C'est magnifique de voir son parcours de militante engagée. Puis elle, ça fait longtemps qu'elle milite pour une reconnaissance des droits humains qui sont menacés par les questions climatiques, d'où la référence là, au droit au froid, parce qu'on a le droit en fait de vivre dans un monde arctique, on a le droit de vivre dans un monde avec du froid, qui est littéralement menacé là, par le réchauffement de la planète. J'ai pris en note tous les livres. Certainement, il y en a à la tonne. Je pense que si vous ouvrez autant sur votre navigateur de recherche que sur les réseaux sociaux, il y a des tonnes de ressources qui existent. Fait que peut-être de faire un moitié, prendre le temps de s'informer, puis moitié poser une action concrète. Puis d'y aller peut-être avec 1 ou 2 actions à la fois, ben ça a plus de chances aussi de vous aider à avoir des changements qui sont plus pérennes dans le temps versus essayer du jour au lendemain de tout faire puis d'être découragé après une semaine. Tu nous as donné quelques recommandations de livres. Aurais-tu des balados ou des documentaires, des films aussi? C'est une bonne question pour les balados. J'ai bien aimé 3.7 Planète de François Bellefeuille, qui est franchement intéressant, qui est drôle, qui nous permet de découvrir que l'artiste derrière ce balado raffole des bidets. Donc, c'est bien cocasse. Ça m'a bien fait rire pendant mes courses ou mes balades en ville durant l'été. Puis sinon, au niveau des films, je ne suis pas la plus grande fan de films, mais pour le temps des fêtes, je vous conseillerais quand même peut-être de revoir certains films de Noël parce que je pense que ça fait du bien quand même de rester positif, de prendre le temps de se détendre, d'avoir un peu de légèreté. J'aime beaucoup Le sapin a des boules, par exemple, qui est un classique, Christmas Vacation, qui me fait toujours bien rire. Puis je pense que c'est le fun aussi dans son implication, dans son engagement, de ne pas oublier aussi d'avoir des moments pour décrocher parce que c'est quand même des sujets qui sont lourds. Puis juste de découvrir l'ampleur de la crise climatique en ce moment, ça peut être plutôt effrayant. Fait que de ne pas hésiter à en parler avec d'autres personnes. Puis si dans son réseau, tout le monde fait juste dire, ben là, tu capotes, reviens-en avec les changements climatiques, ben, de peut-être échanger avec d'autres personnes en rejoignant des groupes de personnes qui s'engagent aussi pour ne pas garder ce fardeau-là juste pour soi là, sur ses épaules. Bien, merci beaucoup pour les recommandations, puis aussi pour avoir répondu à nos questions, puis d'une façon aussi inspirante. C'est vraiment ça qui va m'avoir marqué de vos réponses. Donc, je vous en prie, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. C'est ce qui met fin à notre premier podcast. On espère que vous avez autant appris que nous, mais surtout que vous avez été autant inspirés que nous par les propos de Catherine Gauthier. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez des commentaires à nous partager, écrivez-nous à l'adresse courriel dans la description de la vidéo. On remercie infiniment Catherine pour son temps avec nous et on remercie également Lucas Gisard pour la composition du thème musical. À bientôt!